Hello Emeric, comment tu vas? Salut Charles, ça va super et toi? Ça va, je te remercie. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Moi c'est Emeric Bourgeois. Je suis le CEO et cofondateur de Kikads. Donc Kikads c'est un partenaire stratégique pour les e-commerçants, pour la créa en social ads. Et notre spécialité justement c'est de faire des créas en social ads, mais pas seulement. C'est la stratégie créa, donc c'est de savoir quelle créa il faut produire. Euh, Notamment via de l'analyse de données, etc., etc. Ok, pour donner un peu plus de contexte, parce que je t'avoue, en préparant le podcast, même moi, j'étais pas au clair sur ce que c'était la créa social ads. Je tapais dans Google pour voir ce que c'était, parce que j'avais une vague idée, mais est-ce que tu peux bien définir le terme et définir exactement ce que c'est, tout le scope d'action de ce Ouais, sujet? ouais, bien sûr. Alors, les social ads déjà, donc si pour ceux qui sauraient pas, c'est la publicité sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest, Snap, etc. Et du coup, la créa social ads, ça va être les publicités qu'on va diffuser auprès des personnes. Donc vraiment en fait le visuel ou la vidéo que qu'une personne va voir et qui va donner envie de cliquer ou non. C'est tout simplement ça la créa social ads. Ok, c'est vraiment la partie sur le réseau social. T'as pas la partie après sur, par exemple, la page de vente ou le funnel. C'est vraiment juste l'ad qui redirige et comment tu fais cliquer, comment t'as le meilleur clic pour amener sur la page, c'est ça? Ouais, exactement. Le but c'est de donner suffisamment d'informations pour que la personne ait envie de cliquer et envie d'en découvrir plus, mais de pas en donner trop, sinon c'est indigeste et on comprend plus rien. Ok, et du coup, il y a aussi la stratégie de retargeting et toutes ces parties-là aussi? Ouais, et, exactement. En termes de retargeting, après, du coup, il y a des mécaniques un petit peu différentes. Euh, faut pas faire le même type de créa, dans le sens où en retargeting, on va plus insister sur des arguments de réassurance, ce qu'on appelle réassurance. Donc, par exemple, de la preuve sociale, X milliers de clients. Ça peut être des validations scientifiques, ça peut être des 100% français, vegan, gluten-free, etc. Ok. Ok, donc le thème du podcast, du coup, c'est le storytelling pour les créas social ads. Pour toi, c'est quoi les grandes notions à connaître en storytelling pour quelqu'un qui fait de la créa social ad? Les grandes notions, en fait, c'est un petit peu les mêmes que les notions de storytelling classique, il faut juste un petit peu les adapter. Premièrement, pour moi, il y a la notion de héros. Dans chaque bonne histoire, il y a un héros, il y a un personnage principal qui va vivre des péripéties. Donc là, le héros, il est remplacé par le client, donc le persona. Si on fait une vidéo, du coup, ça va être l'acteur qui va jouer le rôle d'un client potentiel. Ensuite, il y a la notion de situation initiale qui là est assez différente finalement en publicité de ce qu'on peut voir dans un storytelling classique. Puisqu'en général, dans un storytelling classique, on a une situation initiale qui est plutôt heureuse et on a un élément qui vient perturber tout ça. Dans une publicité, on n'a pas le temps d'avoir tous ces éléments-là. Donc, on a une situation initiale qui est déjà problématique en fait. Donc, on va mettre le doigt sur un des problèmes du persona. Logiquement, un problème que le produit va pouvoir régler. Donc ça c'est hyper important. Et ensuite donc on a ce qu'on appelle en storytelling le dénouement, donc qui va être la solution au problème, comment le héros arrive à surmonter ces différentes péripéties. Si on l'adapte à la publicité, du coup ça va être la solution, donc le produit qu'on essaye de vendre. Donc le client il a un problème et on lui apporte une solution avec le produit. Et ensuite, il faut pas oublier, pour moi, ce qu'on appelle la situation finale ou le résultat, parce que c'est évidemment important de montrer que le produit il répond au problème, que c'est une bonne que c'est une bonne solution, mais il faut aussi montrer la situation après l'utilisation du produit. Donc, à quel point le client
va avoir une meilleure vie, en gros. Donc après, ça dépend du produit, hein, vraiment. Si c'est des vêtements, on va peut-être pas avoir une meilleure vie non plus, mais voilà. Donc faut adapter au produit, mais il faut bien montrer, en gros, qu'est-ce que serait ma vie une fois que j'aurais acheté ce produit. Ok. Donc Euh, voilà, pour moi c'est ça les quatre vraiment grandes notions pour résumer: le héros, la situation initiale, le dénouement et la situation finale. ok, ça marche. Sur la partie du coup de la situation initiale, tu dis que t'as pas le temps du coup de faire un peu comme ce qu'on voit dans les films, la mise en contexte heureuse, tout se passe bien, éléments perturbateurs et tutti quanti. Euh, les formats que vous faites durent environ combien de temps? C'est quoi la durée? Est-ce que par exemple, j'ai en tête des ads sur YouTube qui durent par exemple 3-4 minutes. Est-ce que c'est quoi? C'est moins d'une minute? C'est 30 secondes? Ça, C'est 10 ça, secondes? ça va, ça va dépendre en fait. En général, le format classique qu'on voit tout le temps, c'est entre 15 et 25-30 secondes. Ça, c'est le format classique. Maintenant, on peut faire plus court, comme on peut faire beaucoup plus long aussi. Mais je pense qu'il y a vraiment peut-être allez, 70-80% des formats qui vont être dans cette catégorie, entre 15 et 30 secondes. Euh, pour faire plus court, il faut soit avoir un produit simple, soit avoir un discours très direct. Par exemple, en retargeting, on peut faire beaucoup plus court, il n'y a pas de souci. Et après, on va en avoir qui sont plus longues, voire qui sont beaucoup plus longues. Tu parlais de format 3-4 minutes sur YouTube. C'est un peu plus rare sur les réseaux sociaux, mais, euh, mais ça arrive quand même. On peut avoir des formats de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, justement dans certains cas. Donc par exemple, quand on va avoir des témoignages clients qui vont bien en profondeur, ou quand on va avoir des publicités qui vont être vraiment très axées justement en storytelling, euh, parce qu'on veut vraiment raconter l'histoire de la marque, l'histoire de la création de la marque, etc. Ça peut durer un peu plus longtemps. Ok, super. Euh, si on se met à la place de quelqu'un qui veut commencer à réfléchir un peu à sa stratégie de créa, c'est quoi les grands formats, les 5 grands formats que tu peux conseiller de créer, de se dire, bon bah ok, je mets du storytelling. Quels sont les 5 grands formats du coup à, à essayer de produire directement, qui sont des classiques qu'on doit faire quoi. Ouais, il y a, alors pour moi, le classique de chez Classique, c'est le témoignage client. Ça, c'est presque obligatoire. Que ce soit un témoignage client authentique ou un témoignage client fait avec un créateur ou une créatrice UGC, euh, les deux peuvent fonctionner. Moi, je suis plutôt team créateur UGC parce que c'est plus pratique et les résultats sont pas forcément moins bons parce que bon, là, après on rentre dans d'autres détails. Je m'écarte un petit peu, mais euh, en fait, un vrai client satisfait, il va paraître moins à l'aise à la caméra et finalement il va paraître moins authentique alors que son témoignage est réel, alors que quelqu'un qui est habitué à se filmer, potentiellement il paraîtra plus authentique même si le témoignage est faux. Donc premièrement, il y a ce côté témoignage client qui est obligatoire et dans lequel il y a toujours du storytelling parce que la personne va raconter, va dire j'avais tel problème, ça me posait ça comme autre problème dans ma vie, c'était pénible, etc. J'ai trouvé ce produit-là, voilà comment on l'utilise, voilà comment ça réglait mon problème. Donc ça c'est pour moi c'est la base, le format le plus important pour intégrer du storytelling. Ensuite, il y a un autre type de format qui fonctionne très bien, c'est le format vidéo fondateur qu'on voit partout depuis quelques années maintenant, qui pour moi est un must aussi, et surtout quand on a une entreprise à mission. Donc c'est le fondateur qui se filme en face caméra ou autre d'ailleurs. C'est mieux d'ajouter un petit peu de variation de plan pour que ce soit un peu plus dynamique et qui va raconter en gros pourquoi il a créé l'entreprise, à quoi elle sert, comment est-ce qu'il fait ses produits, etc. Qui va un peu faire un behind the scene de l'histoire de la marque. Ça, c'est hyper important. Et il y a un angle à aborder qui marche très bien
dans ce type de vidéo, c'est l'angle de l'ennemi commun. J'ai un exemple que je reprends tout le temps quand je parle de ça, c'est 900 Care, qui est très connu pour ses vidéos sur les réseaux sociaux, et ils l'utilisent très souvent. Pour eux, l'ennemi commun, c'est le gel douche. C'est les fabricants de gel douche traditionnels, parce que il y a 80% d'eau, c'est une bouteille de plastique que tu vas jeter et tu vas racheter exactement la même, etc., etc. Donc, il vaut mieux commencer par taper sur un ennemi, que ce soit un concurrent, que ce soit la concurrence en général, que ce soit un phénomène de mode, etc. Donc, se battre contre quelque chose, et ensuite, là, on peut introduire sa marque. Donc, on dit, regardez, ça, c'est vraiment de la merde, c'est absurde Hmm. d'utiliser ça. Voici pourquoi. Et bah, ça tombe bien parce que j'ai créé une marque qui résout ce problème-là. Et ensuite dérouler un petit peu sur l'histoire de la marque, pourquoi on a créé ça, etc. Donc ça pour moi c'est indispensable aussi. Et puis après on peut en trouver d'autres aussi qui pour moi viennent certainement dans un second temps. Euh, Par exemple j'en ai vu certains, je m'étais fait des notes là-dessus. J'en ai vu certains qui marchent bien en ce moment, c'est une présentation de la marque en storytelling. Donc ça rejoint un petit peu la vidéo fondateur, sauf que c'est pas le fondateur qui va la faire, c'est une personne externe qui va dire regarde, je te présente telle et telle personne, voici ce qu'ils ont fait, c'est hyper cool parce que, etc., etc. Présentation de la marque, et le fait que ça vienne de quelqu'un d'extérieur, ça ajoute du poids en fait au discours. Hmm. Parce que dire regarde-moi, j'ai créé une marque, elle est super. Bah, ouais, évidemment, t'as créé la marque. Heureusement que tu trouves qu'elle est super et t'as envie de me vendre ton produit, c'est logique. Quand c'est quelqu'un d'extérieur qui rentre dans le détail, qui dit pourquoi la marque a été créée, quel problème elle résout, et qui ajoute un petit peu de d'émotionnel aussi, euh, en mode bah voilà les difficultés qu'ils ont traversées, ils ont failli couler la marque parce qu'au début ça marchait pas, mais après ils ont trouvé le truc, etc. Ça c'est quelque chose qui marche très bien aussi. Ok, donc du coup, en fait, tu prends l'histoire du fondateur en quelque sorte, mais tu le mets à la troisième personne, c'est-à-dire qu'il y a enfin, il y a une personne, il y a un narrateur qui raconte l'histoire à la place Exactement. pour donner de la crédibilité. Ok, ah, c'est marrant comme angle. Enfin, je trouve que c'est un petit hack en quelque sorte qui peut rajouter beaucoup de crédibilité si t'en as pas forcément au début ou tu demandes à quelqu'un de le faire à ta place et ça rajoute quand même pas mal de Ouais, choses. clairement. Et puis quand t'as déjà une vidéo fondateur qui marche très bien, plutôt que d'essayer de trouver un nouvel angle, de refaire une nouvelle vidéo fondateur, tu reprends exactement le même discours, mais à la troisième personne avec quelqu'un d'autre qui parle en voix off, par exemple. Hmm. Euh, et en fait, t'as une nouvelle créa, tu sais déjà que le discours il marche, donc logiquement, si la première a fonctionné, ça devrait fonctionner aussi. Ok, ok. Et je peux en ajouter juste un dernier que je m'étais noté, c'est le concept que j'appelle la mauvaise alternative, donc qui est encore un autre type de témoignage client, on va dire, puisque de toute façon, après on rentre dans plusieurs types de témoignages clients, mais qui dit j'avais ce problème-là depuis des années, j'utilisais ça, ça marchait pas de ouf non plus, j'en avais marre, du coup j'ai commencé à utiliser le produit de la marque, et voilà ce que ça a changé, voilà pourquoi c'est différent des autres, et voilà le résultat. Ok. Ok, bah super, je pense que ça donne plein d'idées à ceux qui nous écoutent et ça fait pas mal de taf déjà. Sur les réseaux, il y a aussi les formats statiques. Donc c'est en soi juste une image. Tu me dis si je me trompe, ouais, t'as juste l'image, Mhm. un visuel. Est-ce que t'en as qui utilisent le storytelling? Est-ce que tu penses qu'on peut réussir à raconter une histoire en une image? Ou est-ce que t'as des formats statiques que tu conseilles également en accompagnement euh, des vidéos storytelling? Ouais, alors sur les formats statiques, clairement, c'est beaucoup plus difficile de raconter une histoire. C'est pas impossible, mais beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de place, tout simplement. Donc en général, ce qu'on va faire, c'est que déjà on va être beaucoup plus direct. Donc on va reprendre en général un seul élément du storytelling. Donc soit le problème. Donc par exemple, pour des personnes qui ont mal au dos, si on vend un produit qui soulage le mal de dos,
on va mettre par exemple mal de dos chronique, en gros avec un point d'interrogation. Donc là, on va appuyer sur le problème. Donc c'est pas vraiment du storytelling, mais on va reprendre un élément du storytelling. Et on peut faire la même chose avec le résultat, où là, potentiellement, ça va être un petit peu plus proche du storytelling, mais même si c'est pour une version simplifiée, euh, du type depuis qu'il utilise le produit X, Jean-Marc n'a plus jamais mal au dos. Euh, donc ça, bon, là évidemment, je l'ai pas hyper bien tourné. Faudrait mieux le tourner que ça parce que Ouais. ça fait un peu trop cliché. Mais sur le grand principe, c'est ça. Donc le truc, c'est que en majorité, on va pas vraiment faire du storytelling. On va reprendre un voire deux éléments du storytelling pour être beaucoup plus direct, parce que sur une statique, il faut rester assez simple vu qu'on n'a pas beaucoup de place. Le danger, c'est d'essayer d'en dire trop et que du coup ce soit incompréhensible. Après, il y a des exceptions sur lesquelles on peut faire un petit peu de storytelling. Par exemple, si on fait un étape par étape, du type étape 1, Jean-Marc avait mal au dos tous les jours, étape 2, il a testé le produit X, étape 3, Jean-Marc a pu reprendre le tennis parce qu'il a plus mal au dos. Donc Mhm. ça, on peut le faire en statique, on peut aussi le faire en carousel, qui est un peu un format qui est entre la vidéo et la statique, puisque concrètement c'est des statiques, mais t'en as plusieurs, donc t'as un petit peu plus de place pour développer quelque chose. Donc pour moi, ce serait un petit peu l'intermédiaire si on veut vraiment développer un peu de storytelling, euh, mais que pour une raison X ou Y, on peut pas faire de vidéo, qu'on a déjà beaucoup de vidéos. Le carrousel, ça peut être un intermédiaire sympa. Ok, super. Et comment tu fais pour trouver des formats storytelling qui fonctionnent mais qui ne sont pas clichés? J'entends par là que, par exemple, euh, moi l'idée que j'ai en tête quand je pose cette question-là, c'est depuis que Yomi Denzel a sorti sa vidéo d'étudiant fauché à millionnaire, on a une espèce de d'épidémie d'étudiants fauchés à millionnaire qui, qui pop partout. Et c'est une espèce d'histoire où lui, il a le monopole parce que ça a été un des premiers sur le FR à le faire. Et maintenant, en fait, quand tu le fais, t'as un peu ce réflexe de dire, oh putain, encore un. Je dis, ouais, bah Mhm. ok, on la connaît l'histoire. Tu sais exactement ce qui va se passer, quoi. C'est, j'étais dans ma chambre, j'étais étudiant, j'avais pas d'argent, j'ai fait ça, machin, tac, maintenant j'ai de l'argent, regarde comment faire, achète mon produit. Comment tu fais pour essayer de sortir de ces, de ces schémas ou de ces thèmes qui sont déjà tout faits? Là-dessus, pour moi, le plus important, c'est vraiment de connaître son persona. On peut rien faire sans connaître son persona. Déjà, s'il y a des gens qui se demandent, ok, quel type de créa je dois produire, ok, le storytelling c'est important. Ils ont vu des formats de créa sur les réseaux sociaux qui marchent bien, donc ils se disent je vais reprendre ça et ils s'adaptent directement. Euh, Ça peut marcher, hein, on peut avoir un coup de chance, mais au global, ça marchera pas. Au global, ça marchera jamais parce que la base de la publicité, la base du marketing, c'est de savoir à qui on s'adresse. Donc, en premier lieu, on jette à la poubelle toutes les histoires de format, etc., quel format on va faire, et on reprend la base, à qui on s'adresse. On fait un persona, donc les basiques, âge, genre, profession, CSP, etc., mais pas seulement. Derrière, il faut noter les différents problèmes que le persona a, les différentes solutions recherchées, les différentes solutions qu'ils ont pu tester auparavant mais qui ont échoué, et avec ça, on va faire un persona très solide. Une fois qu'on a ça, euh, en fait, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va savoir où est-ce qu'il faut insister. Donc, on va trouver des angles marketing. Donc, par exemple, je parlais des solutions potentielles qui ont échoué avant, des solutions qui ont été testées. On peut tenter l'angle de la comparaison. On va dire notre produit, il est beaucoup mieux que tel produit que tu as peut-être déjà essayé parce que A, B, C, D. Donc voilà, ça c'est une bonne solution pour trouver un format performant. Sur un format comparaison,
on peut avoir du storytelling aussi. Donc sur une statique, il y aura pas de storytelling clairement, ça va être très factuel, comparaison sur le point A, sur le point B, sur le point C. Mais sur une vidéo, euh, on va comparer l'utilisation du produit A avec l'utilisation du produit B. Avant, j'utilisais ça, ça marchait pas, ça me provoquait tel ou tel problème, j'avais moins confiance en moi, etc. Et ensuite, j'ai utilisé le produit de la marque et ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'est vraiment le raisonnement qu'il faut avoir. C'est vraiment de, premièrement, connaître son persona sur le bout des doigts, voir ses personas, parce qu'en général, il y en a plusieurs. Ensuite, une fois qu'on a ces personas, on détermine des angles marketing. Ok, j'ai mon persona, maintenant, quels arguments vont marcher sur ces personas-là? Au début, c'est du doigt mouillé, hein. Au début, c'est du test. On peut pas le savoir tout de suite. Donc, on va tester des angles marketing. On va valider certaines hypothèses. Une fois qu'on a validé tout ça, c'est seulement à ce moment-là qu'on va se concentrer sur les formats, sur quels formats vont mieux fonctionner sur mon audience. Et après, à partir de ce moment-là, c'est un peu pareil. On teste différents types de formats. En premier lieu, on va tester les classiques. Donc le témoignage client, la vidéo fondateur, etc., etc. Et après, petit à petit, on va rentrer un petit peu plus dans le détail une fois qu'on aura fait les premiers tests. Et pour s'inspirer, après, on peut regarder les meilleures marques en ads, soit en France, soit aux US. Et surtout, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est ce qui fonctionne en organique. Parce que pour s'inspirer, c'est bien de s'inspirer des marques qui font des très bonnes pubs, mais c'est encore mieux de s'inspirer de ce qui marche en organique, parce que le but, c'est de se fondre dans le feed, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, c'est de se fondre dans le feed pour qu'il n'y ait pas le radar à publicité qui s'active. Les gens aujourd'hui voient tellement de publicité qu'ils ont un radar. Et du coup, il faut pas forcément que j'entends souvent dire qu'il faut qu'une bonne pub ne ressemble pas à une pub. C'est pas complètement vrai. Parce qu'elle peut ressembler à une pub, il faut juste que le radar il soit pas activé dans la demi-seconde pour que la personne ait le temps au moins de lire un petit peu la publicité, de voir de quoi il s'agit. Donc voilà, pour trouver les formats, c'est d'abord persona, angle marketing, test, ensuite on va sur les formats. Et pour sortir un petit peu des clichés, comme tu disais, d'étudiants fauchés à millionnaires, par exemple pour Yomi et pour le développement personnel, euh, là-dessus en publicité, je trouve que c'est un petit peu moins important euh, parce que finalement l'objectif c'est les pertes. Si tu as des stats qui sont bonnes sur sur un format qui peut faire cliché, moi j'ai envie de te dire continue dans le cliché, hein. À ce moment-là, on s'en fout d'être cliché. L'important, on va être factuel. L'important, c'est de faire de l'argent, hein. C'est de vendre les produits et c'est que la publicité elle soit rentable. Euh, Maintenant, après, il y a des histoires de branding, d'image de marque. On ne veut pas renvoyer telle ou telle image. Dans ce cas-là, il faut juste adapter un petit peu certains éléments du storytelling en fonction de l'image de marque. Ok, ça marche. Et je sais que un point important, du coup, quand j'essaie de mettre du storytelling dans des posts, c'est la partie émotion. Ça augmente vraiment l'engagement et la rétention. Comment tu fais pour l'intégrer correctement dans des formats qui sont spécifiquement faits pour vendre, dans la mesure où on voit tous un peu, par exemple, sur du contenu organique, des posts un peu pathos, tu vois, mes échecs. Je sais pas, mes troubles mentaux, ou enfin tout un peu ce genre de truc dans le pathos où on voit que ça fait du reach, mais euh, bon, je pense que c'est comme moi, pour récupérer des clients, ça fonctionne pas du tout. Ouais. Comment tu fais pour justement utiliser l'émotion sans rentrer dans cette espèce de truc de cliché où tu vas faire du reach mais pas de clients, mais que tu vas quand même réussir à avoir un objectif financier? Ouais, ça c'est une très bonne question. Euh, En fait, déjà pour moi, à partir du moment où on va faire du storytelling, il y a forcément de l'émotion. C'est indissociable. C'est très très difficile de réussir à faire un storytelling qui provoque aucune émotion. Ça peut être des émotions positives ou négatives.
selon comment la publicité ou la vidéo est tournée, mais il va forcément, quasi à chaque fois en tout cas, avoir des émotions. Si on fait un storytelling sans émotion, de toute façon, ça marchera pas. Ensuite, comment on fait pour vendre et susciter ces émotions en même temps? Pour moi, en fait, il y a une phrase qui est très vraie, qu'on entend souvent dans le milieu du marketing, c'est on achète avec les émotions et on justifie avec la raison. Donc pour moi, c'est pas du tout contradictoire, dans le sens où, encore une fois, on en revient à la même chose, il faut connaître le persona sur le bout des doigts. Si tu connais le persona, si tu connais ses problèmes, si tu connais ses frustrations, si tu connais ses craintes, c'est très très facile de susciter des émotions. Par exemple, si on prend l'exemple de la skincare, une personne qui a des boutons. Son problème, c'est les boutons, mais son problème derrière, c'est que la personne, peut-être, elle va manquer de confiance en elle, elle va avoir du mal, je sais pas, par exemple, si elle est célibataire, elle va avoir du mal à aller draguer des personnes, et finalement, elle va se retrouver, si on abuse un petit peu, si on pousse le truc très loin, elle va se retrouver seule et peut-être qu'elle va être dans un état mental pas ouf. Donc une fois que tu comprends tout ça, provoquer des émotions, c'est très très facile. Puisque si on reprend cet exemple-là, on va faire du storytelling d'une personne qui avait des boutons qui maintenant n'en a plus. Euh, Avant, j'avais des boutons, je n'osais pas aller vers les personnes, j'avais pas confiance en moi, ça me provoquait plein de problèmes dans ma vie personnelle et professionnelle. J'ai testé plein de solutions qui n'ont pas marché, j'avais l'impression d'avoir tout testé, mais un jour j'ai décidé de tester le produit X. Depuis, en seulement un mois, ça a résolu mon problème, j'ai quasiment plus de boutons, et maintenant j'ai beaucoup plus confiance en moi, ça m'a aidé dans mon travail, j'ose plus prendre la parole, etc. J'ai même eu une promotion il y a quelques temps, j'ai rencontré une femme il y a pas longtemps, etc. Euh, donc vraiment, on part de situation initiale avec le problème, avec les peurs, les craintes, etc. Euh, Solution échouée, résolution du problème, situation finale qui est la situation rêvée du persona. Et là, si ta publicité elle est bien faite comme ça et que t'abuses pas trop, parce que il faut pas non plus promettre des résultats irréalistes. Là, je l'ai tourné extrême exprès Mm. pour qu'on comprenne. Franchement, si tu fais une publicité comme ça et que t'arrives à pas vendre, y a peut-être un problème autre part. Ouais, c'est marrant, ça me fait penser, en fait, dans ce que tu racontes là par rapport au persona, c'est que qu'il faut que tu arrives à écrire l'histoire de ton persona. En gros, le premier storytelling à écrire avant de faire ta pub, c'est, ok, mon persona c'est qui, c'est quoi son histoire, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a eu des galères, à chaque événement, comment il se sent, c'est quoi ses conflits internes, c'est quoi les conflits externes. Et Mhm. ça me fait penser, c'est une citation de Eugène Schwartz qui dit un truc dans le genre le marketeur qui gagne à la fin de la journée, c'est celui qui arrive à savoir ce que pense son prospect quand il se réveille et ce qu'il dit à sa femme sur l'oreiller le soir avant de se coucher. Vraiment, en fait, de savoir exactement ce qu'il pense à chaque moment pour, comme tu dis, Exactement. réussir à prendre la bonne émotion sur le problème, le hooker. Et là, si tu as réussi à faire ça, ouais, normalement c'est bon, quoi. Enfin, c'est plié. Euh, Ouais, 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 complètement. En fait, on en revient toujours à la même chose, que ce soit pour le storytelling, pour la publicité euh, et pour le marketing en général. Dès que tu parles de marketing, dès que tu parles de vente, ça se résume en une seule chose, c'est connaître la personne à qui tu vends. Une fois que tu connais la personne à qui tu vends, tout est beaucoup plus facile. ok. Ok, super. Et c'est quoi les grandes erreurs que tu vois à éviter quand tu veux mettre du storytelling dans tes créas? Euh, Les pièges un peu, tu sais, de base, où tu commences à le faire et tu sais que tu vas passer par là, quoi. ouais, pour moi, il y a effectivement le fait de pas passer par toutes les étapes, le persona, les angles marketing, etc. Qui peut faire que tu vas avoir un storytelling, mais qui va insister sur les mauvais problèmes et qui va juste pas convaincre ton persona parce qu'il se reconnaît pas dans la publicité. Et il y en a aussi un qui, à mon avis, est un peu plus insidieux parce que même des marketeurs aguerris peuvent tomber dedans.
c'est le fait de sortir du cadre sans connaître le cadre sur le bout des doigts. Euh, Quand je dis le cadre, ça va être une histoire de framework. Par exemple, euh, celui dont on parlait tout à l'heure, pour une publicité, problème, solution, non, problème, solution échouée, solution, démonstration ou explication, et ensuite situation finale. C'est vouloir sortir de ce cadre, mais sans le connaître. On peut en sortir de ce cadre-là, on peut faire des très bons storytelling qui sortent de ce cadre-là, mais avant ça, il faut comprendre pourquoi ce cadre-là marche. Si tu connais pas le cadre, si tu connais pas ce framework sur le bout des doigts, si tu sais pas pourquoi ça marche, si tu sais pas quels éléments exactement dans ton storytelling vont provoquer les émotions et vont provoquer la vente, il faut pas sortir du cadre. Il faut rester dedans jusqu'à ce que tu le maîtrises. Une fois que tu le maîtrises, tu peux tenter des trucs un peu plus originaux, un peu plus farfelus, avec du storytelling qui, euh, qui diffère un petit peu du storytelling classique. Et ça peut très très bien marcher quand c'est bien fait. Mais le problème, c'est que on croit souvent que les métiers créatifs et les métiers du marketing, c'est uniquement de la créativité. Il faut avoir un esprit qui part dans tous les sens, etc. Et avoir de l'inspiration. Il n'y a pas plus faux. Franchement, il n'y a pas plus faux. Il faut connaître les bases. Il faut être le plus carré possible, vraiment le plus militaire possible sur les bases. Et ensuite, une fois qu'on maîtrise, on peut commencer à avoir de l'inspiration en restant dans ces bases-là, en restant dans le cadre. Et une fois que ça, encore une fois, c'est maîtrisé, là, on peut commencer à essayer de sortir du cadre. Mais il faut le connaître, vraiment. Tu transgresses pas les règles avant de connaître les règles par cœur. Pour moi, c'est la base, mais il y a des marketeurs expérimentés euh, qui peuvent tomber dedans parce que ils sont expérimentés sur le marketing, mais peut-être pas nécessairement sur l'écriture de scripts vidéo ou sur le storytelling en particulier. Et du coup, ils vont se dire, ouais, je connais mon client, je connais le marketing, etc. On m'a dit que le storytelling, ça marchait, bah, je vais faire du storytelling. Sauf que peut-être qu'ils connaissent pas exactement ces bases-là, et dans ce cas-là, ça va être compliqué. Ouais, c'est marrant le truc de transgresser les règles sans les, sans les comprendre parce que quand tu as quelqu'un qui maîtrise un domaine, tu as l'impression que c'est simple et qu'il n'y a rien à apprendre et tu vois pas en fait tout le taf derrière. Toi, par exemple, j'ai fait du piano jazz pendant longtemps et c'est vrai que c'est quand tu improvises ou tu écoutes les personnes qui improvisent, tu peux te dire en fait c'est du n'importe quoi, tu vois. Ils sont, tu sais, c'est, je sais pas, l'illumination du moment, les mecs qui, ça, waouh, tu vois. Alors qu'en fait, t'as des heures de pratique derrière, d'études où tu répètes des trucs au millimètre, où tu joues que quatre notes dans une situation très précise, que tu répètes, que tu fais des gammes, que tu fais des trucs très très rigoureux pour que, à ce moment-là, quand il faut créer, eh ben en fait, tu respectes quand même les règles et que tu sois dans les règles, mais avec une certaine liberté. Ouais, mais ça c'est un super bon parallèle parce que ça marche. Je pense que ça marche un peu dans tous les secteurs dans la vie. Tu peux transgresser les règles, mais avant ça, il faut les maîtriser sur le bout des doigts. Ça marche dans le sport aussi. Là, il y a l'Euro en ce moment, donc je pense à ça. Mais tu, en fait, si t'as pas de composition de départ, si t'as pas de stratégie de base, d'avoir des défenseurs, des milieux, des attaquants qui remplissent chacun leur rôle et qui en sortent pas, euh, tu peux pas transgresser ces règles-là tant que tu les as pas et tant que tu les as pas intégrées. Après, une fois que tu les as intégrées, tu peux mettre un Mbappé qui se balade un peu où il veut sur le terrain parce qu'il est hyper talentueux. Mais si t'as pas ça, ça va pas marcher. Tout le monde va faire n'importe quoi et même si t'as les 11 joueurs les plus talentueux, tu vas perdre tous tes matchs. C'est un petit peu la même chose avec le foot, avec le jazz et avec le marketing. Ouais, je crois qu'il n'y a aucun domaine qui. En fait, il y a des stratégies, faut juste les respecter pour que ça fonctionne. Sinon, c'est impossible que ça fonctionne. Ouais, il y a des fondations à avoir qui font que ça, ça, ça peut pas fonctionner sans quoi. Exactement. Ok, cool. Est-ce que tu as des exemples de marques qui utilisent bien le storytelling et pourquoi, qu'est-ce que tu peux apprendre de eux, tu vois, des petits éléments de chacune de ces marques qui font que c'est des, c'est des vrais masterclass. Ouais, j'en ai noté quelques-uns en préparant du coup. Euh,
J'en ai deux qui sont e-commerce pur. Donc il y a True Classic, qui est une marque de vêtements pour hommes et à la base de t-shirts. C'est des vêtements qui ont une coupe spéciale qui est un peu serrée sur les bras et sur la poitrine pour mettre en valeur, et un peu plus large sur le ventre pour cacher si jamais on a du ventre. Donc comme ça on paraît plus mince et plus musclé. Euh, et ils ont un storytelling. Ils ont bien compris, ils ont bien analysé leur persona tout simplement. Euh, Ils ont ce storytelling qui marche bien, qui est de go from dad to daddy. En mode daddy, c'est une connotation un petit peu sexy, etc. Alors que dad, c'est le dad body. Ouais. Voilà, t'as un peu trop mangé à la cantine et du coup t'as le corps d'un papa, quoi, et voilà. Et du coup ils ont ce côté-là qui marche assez bien puisque leur cible en général c'est plutôt du 40 plus. Ok. euh, donc c'est vraiment adapté à leur persona. Et ensuite il y en a un autre que j'ai en e-commerce qui est Boku, où là c'est un petit peu différent parce que eux ils ont un storytelling qui est euh, qui est basé sur la comparaison. Euh, Boku, c'est un bidet en gros qui s'installe facilement sur des toilettes. Euh, et du coup, eux, c'est sur la comparaison, c'est plus hygiénique que du papier toilette, plus écologique que du papier toilette, mais en même temps plus pratique qu'un bidet classique et beaucoup moins cher que des toilettes japonaises. Donc vraiment, eux, ils axent quasiment tout en fait sur ces quatre comparaisons qui permettent de comprendre le produit beaucoup plus facilement et de mettre le doigt sur les principaux problèmes des personnes par rapport à l'hygiène aux toilettes. Ouais, eux, je les ai trouvés très forts parce que là, justement, quand je te demandais les ads qui durent 3 4 minutes, je pensais à eux. Je suis tombé dessus sur YouTube. Et c'est vrai que leurs ads sur YouTube, elles sont vraiment super bien faites. Et au niveau storytelling, ils sont très très forts. Bah, là, l'ad que j'avais vu, c'était. En fait, c'était l'histoire du bidet, je crois. Où il Ok. introduit, où il parle avec sa grand-mère. Et il dit, non, mais comment vous y êtes à l'époque, enfin, pour voilà, se laver. Et elle lui dit, ah bah à l'époque il y avait un bidet, machin, mais c'est quoi le bidet? Et du coup il explique un peu, je pense que c'est un peu le format que tu disais, euh, l'histoire du fondateur, ou en fait pourquoi il Mhm. a fait ça, quoi. Et ouais, Ouais, c'est clairement. super bien réussi. Et à la fin, ouais, Ouais. c'était sur les comparaisons, papier, euh, Et sur les... le côté storytelling sur le bidet, sur sa grand-mère d'ailleurs, il l'avait utilisé dès sa campagne de financement sur Ulule, Mhm. et qui avait plutôt bien marché, puisque c'est encore une fois la comparaison avec plein d'éléments qui sont connus, et du coup tu fais une map avec pratique, pas pratique, cher, pas cher, tu mets tous les trucs toutes les comparaisons sur cette map, et tu mets Boku qui se situe logiquement tout en haut à droite, parce que c'est plus pratique, plus écologique et moins cher. Ok. Euh, et ensuite, j'en ai une autre qui est plus classique, mais qui est la masterclass du storytelling pour moi, c'est Nike. Euh, Parce que Nike, c'est l'exemple parfait. Nike, ils vendent pas des vêtements de sport, ils vendent pas des vêtements sportswear, ils vendent pas des chaussures de running. Nike, ils te vendent un lifestyle, ils te vendent de la performance. Euh, et en gros, quand tu vois les pubs de Nike, ils te disent pas on a la meilleure chaussure, on a la meilleure technologie, etc. Ils te disent tu peux le faire. En Mhm. gros, c'est le message. C'est le message. C'est lève-toi tous les jours à 5 heures du mat, va courir et tu vas atteindre ton objectif. Et il y a ce message hyper motivationnel qui va avec la marque Nike, qui a aucun rapport avec le produit si ce n'est le sport. Mais Adidas pourrait avoir exactement le même storytelling en soi. Euh, et c'est ce qui fait la force de Nike, c'est que ils ne vendent pas forcément le meilleur produit. Enfin, peut-être, hein, j'en sais rien, je suis pas assez connaisseur pour savoir ça. Mais ils te vendent le storytelling via les athlètes qu'ils ont en égérie,
et même via des athlètes un peu plus sur le sport amateur ou sur des circuits secondaires, euh, en mode on soutient le sport, on soutient tous les athlètes, euh, tout le monde peut le faire, tu peux t'entraîner, etc. Motivation. Et eux, vraiment, c'est les goats du storytelling pour moi. Ok. Est-ce que t'as des livres que tu conseilles sur le storytelling pour apprendre des bons bouquins? Alors, moi, je suis une grande merguez quand il s'agit de la lecture, vraiment. Surtout sur les livres professionnels, développement personnel, etc. Je crois que j'ai jamais réussi à en finir un. Euh, Ok. j'avais commencé justement l'art du storytelling de Guillaume Lamar, qui était très bien, qui était très intéressant, honnêtement, mais j'ai jamais réussi à le finir. Il faudrait que j'arrive à me mettre la déterre. Euh, il y avait, voilà, je pense que c'est un bon livre pour commencer parce que parce qu'il y a vraiment pas trop de termes techniques, marketing, etc. C'est vraiment accessible et de ce que j'en ai vu, en tout cas, il y avait toutes les bases, tous les grands principes. Donc moi, je conseillerais celui-là. Après, c'est aussi le seul que je connais, malheureusement. Mais celui-là, pour moi, il était pas mal. Non, il est vachement bien, ouais, je l'ai lu, il est vraiment bien. En plus, il y a des petits exercices à faire qui sont Ouais, assez c'est cool. vrai, exact. Je me souviens de ça. Mais en fait, c'est pour ça que moi, sur ces livres-là, j'arrive pas à les finir. Parce qu'à chaque fois que j'ai un truc qui m'intéresse, je me dis, il faut que je prenne des notes. Il faut que j'essaye dans ma tête, comment je pourrais l'appliquer pour, Ouais, euh, pour mon entreprise, pour KiCad. Et finalement, en fait, je vais lire 1 heure, mais je vais lire 5-10 pages parce que je vais trop réfléchir à tout ça, quoi. ouais, c'est vrai que ouais, quand tu commences à prendre des notes sur les bouquins, tu peux vite prendre très très longtemps pour lire un livre. Ça peut vite prendre beaucoup de Ouais, temps. ouais, ouais, du coup, je vais abandonner. Je lis plus de livres business et développement personnel. Je lis uniquement pour des romans pour le plaisir. Ok, trop cool. Bah top, on a fait le tour. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, alors, plutôt sur LinkedIn et sur YouTube. Donc, Aymeric Bourgeois sur les deux. Aymeric Bourgeois sur les deux réseaux, sur LinkedIn et YouTube. Ok, ça marche, il y aura les liens là juste en dessous de la vidéo pour aller vous abonner et, et du coup échanger avec Emeric. Au top, je te remercie. À plus. Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était très cool. Merci Charles, salut. Ciao, ciao.